Caroline Roux est son invitée pour les 4 vérités. Bonjour Caroline, vous recevez ce matin Nicolas Dupont-Aignan. Merci. Oui, alors le président de Debout la France vient nous voir ce matin avec une lettre au vitriol à l'encontre d'Emmanuel Macron, alors que l'attaque de Marseille remet la menace terroriste au cœur du débat politique. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour madame. 2 femmes tuées à Marseille, un acte revendiqué hier soir par Daesh. Le président parle d'actes barbares. Que peut l'État démocratique face à la barbarie? Beaucoup. C'est un acte de guerre, un nouvel acte de guerre. C'est un nombre incalculable et l'État est faible. Et quand on est faible pendant des années et qu'on continue à mentir aux Français en leur faisant croire que tout a été essayé, alors que ce n'est pas vrai, il y a des mesures qui devraient être prises. Lesquelles? Oh, c'est très simple. D'abord, le contrôle de nos frontières. On apprend que, d'après Libération, il faut vérifier, que cette personne serait un clandestin, déjà condamné, qui n'a jamais été expulsé. Ensuite, un point fondamental pour l'avenir, c'est d'empêcher le retour des djihadistes de Syrie. Vous savez que des combattants qui ont été égorgés, des Français ou des étrangers qui ont été égorgés en Syrie, des personnes, reviennent sur notre territoire. Et pour un certain nombre sont en liberté. Je ne l'accepterai jamais. J'ai saisi le ministère de l'Intérieur. Et puis, il y a quantité d'autres mesures sur lesquelles je ne reviendrai pas. J'avais proposé 25 mesures à François Hollande. Elles n'ont pas été mises en œuvre. Alors, je ne dis pas que ça empêcherait un acte terroriste, c'est bien car ça le personne sujet. ne peut le dire. Sujet. Oui, mais le sujet, c'est de ne Comment pas vous laisser faites pour le empêcher filet... un homme d'arriver sur le parvis d'une gare avec un couteau et s'en prendre dodo à 2 jeunes femmes? On n'empêchera jamais tout acte. En revanche, quand on regarde tous les attentats, on s'aperçoit que, comme par hasard, ce sont des personnes qui ont eu prise avec la justice, qui ont été arrêtées par la police, que la surveillance n'a pas été efficace. Alors, je ne promets pas, bien évidemment, qu'on peut empêcher tout acte terroriste. Mais je dis sincèrement que des mesures énergiques ne sont pas prises, qui devraient être prises. C'est tout, c'est simple. Mais quand allons-nous nous réveiller? Il y a une nouvelle loi antiterroriste qui est en débat à l'Assemblée nationale, qui propose de faire entrer dans le droit commun l'état d'urgence. Certains disent c'est liberticide, ça va trop loin. Mais non, mais cette loi ne changera rien, puisque c'est l'état d'urgence en moins bien. Et je remarque d'ailleurs que le gouvernement veut lever l'état d'urgence. C'est une pure folie. Mais l'état d'urgence, je l'ai toujours dit, ne suffit pas. Ça aurait changé quoi s'il y avait eu l'état d'urgence, Nicolas Dupont-Aignan? Mais l'état d'urgence, il est en place. Cela ne suffit pas, car je vous le dis, contrôle des frontières, expulsion des personnes clandestines qui commettent des délits, surveillance des djihadistes. J'avais proposé les Kerguelen pour ceux qui sont condamnés, on a ri au nez. Mais oui, mais tous les pays se défendent. Je pourrais parler aussi des gares, des aéroports. Pourquoi en Israël, en Russie, au Maroc, on ne peut pas rentrer dans une gare sans être fouillé? Pourquoi pas en France? De la part d'Emmanuel Macron, vous iriez jusqu'à dire qu'il y a quoi? Vous dites l'État est faible. Il y a une forme de faiblesse de la part d'Emmanuel Macron vis-à-vis de ces sujets-là en particulier, une forme de naïveté, vous iriez jusque-là? Il y a une sorte de résignation parce qu'on habitue les Français à leur dire on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas vrai. Je remarque que pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron n'avait aucune proposition contre le terrorisme. En fait, il ne veut pas changer la situation actuelle. Il ne changera rien, je l'avais dit. La réalité est devant nous, malheureusement. Un mot sur la Catalogne. Le gouvernement espagnol a tout fait pour éviter le vote du référendum pour l'indépendance en Catalogne, y compris utiliser la violence. Il y a eu plusieurs dizaines de blessés, on parle de 90 blessés. Est-ce que la réaction de l'État espagnol est disproportionnée, selon vous? Oui, elle est maladroite, très maladroite, parce qu'en vérité, elle alimente un cercle infernal. Et je crois que beaucoup de personnes n'ont pas voté, n'ont pas pu voter, mais il y en a aussi beaucoup qui veulent que la Catalogne reste espagnole. Et je crois que le gouvernement a mis de l'huile sur le feu. Qu'aurait-il dû faire? Écoutez, à mon avis, d'abord pas de violence. Elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Mais je pense que le problème de la Catalogne est beaucoup plus profond. À force de détruire les nations en Europe, à force de perdre tout sentiment national, à force de ne pas protéger les pays, eh bien, on alimente des phénomènes identitaires, régionaux, régionalistes, et c'est extrêmement périlleux pour l'avenir. Alors, vous faites la leçon ce matin au président de la République sur le terrorisme. Vous faites la leçon également à Emmanuel Macron sur ce qui s'est passé avec Alstom et STX. Vous publiez ce matin une lettre que vous adressez au président de la République. Alstom et STX, cessons le pillage organisé de l'industrie française. Et vous mettez directement en cause le président de la République. Monsieur le Président, la vérité vous rattrape, écrivez-vous. Les Français vous demandent déjà des comptes sur la présomption. Les mots sont choisis, ils sont importants, de conflit d'intérêts avec vos anciens employés de la banque Rothschild. Est-ce que vous laissez entendre ce matin aux Français que la fusion a eu lieu pour défendre des intérêts particuliers d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la banque Rothschild? Je constate que la plupart des opérations de rachat
de rachat de grandes sociétés françaises sont organisées par la Banque Rothschild. Quand M. Macron était ministre de l'économie, je pense à Lafarge, je pense à Technip, je pense à Alstom Énergie, et maintenant Alstom Transport. Et je dis au président de la République, cessez ce conflit d'intérêts, ou du moins, mettez vraiment une séparation totale entre vos anciennes activités. Mais qu'est-ce que vous laissez entendre? Mais je dis que c'est pas normal de voir nos entreprises pillées. Je suis pas le seul à le dire. Monsieur Montebourg, qui n'est pas de mon camp politique, Monsieur Chevènement et beaucoup d'autres. Il va pas jusque-là, Arnaud Montebourg. Il parle de dirigeants corrompus. Alors, oui, mais les conflits d'intérêts entre le président de la République et la Banque Rothschild, alors qu'il est aux responsabilités. Moi, je regarde les faits. Et j'en ai assez de voir des entreprises comme Alstom Transport, le TGV, Avance Technologique Française, plus de commandes françaises que chez Siemens, un outil industriel. Et on donne cela à Siemens, entreprise allemande. C'est pas un projet européen qu'on nous fait. Moi, je suis pour des projets européens, des beaux projets comme Airbus. C'était quoi les projets Airbus? C'était sur une base égalitaire. C'était pas le règne de l'argent roi. C'était des travailleurs et des États qui s'alliaient ensemble pour de belles réussites. Vous savez, moi, je n'accepte pas de voir nos entreprises pillées avec des licenciements derrière, le pillage de nos brevets et des grandes banques qui s'enrichissent sur le dos des Français. Je dis au président de la République de clarifier les choses s'il ne veut pas être accusé. Et qu'est-ce qu'il... J'allais dire, pardon, je ne veux pas être... Je demande une commission d'enquête parlementaire. Voilà, c'est ça, vous n'êtes pas Monsieur Mélenchon l'a demandé aussi, d'autres personnalités à droite. Mais on ne va pas continuer à voir nos principaux outils industriels avec des succès incroyables comme le TGV disparaître de notre pays. Il y a bien un moment où il va falloir réagir face à ça. C'est la finance qui gouverne ou ce sont les Français? Il rend service à ses amis, c'est ça que vous laissez entendre dans cette lettre. Je laisse entendre qu'il y a une oligarchie qui a pris le pouvoir. Une oligarchie, vous savez ce que c'est? C'est une petite minorité. Alors je ne sais pas s'il y a corruption, je ne dis pas cela. Je demande qu'il y ait enquête. Vous parlez de conflit d'intérêts avec votre ancien employeur de la Banque Rothschild. Oui, conflit d'intérêts, oui. Ouais. Est-ce qu'il est normal de brader le TGV français? Est-ce que c'est normal? Moi, je ne l'accepterai jamais. Parce qu'après, ce sont des licenciements. C'est de la souffrance humaine. C'est une perte de compétitivité. C'est le travail qui n'est pas récompensé. C'est tout. Alors, c'est le travail des banquiers qui est récompensé, peut-être, oui. Alors, sans vouloir être désagréable, pourquoi le chef de l'État tendrait l'oreille? Nicolas Dupont-Aignan, combien de divisions? Oh, vous savez, c'est la division de la sincérité et de la défense de mon pays. Et il serait peut-être temps un jour qu'on entende les Français qui souffrent et qui en ont assez de voir. On les entend pas suffisamment? Non, parce qu'en vérité, aujourd'hui, M. Mélenchon monopolise l'opposition. Très habilement, mais pourquoi de l'autre côté de l'échiquier, il n'y aurait pas une voix indépendante et forte? Et pourquoi il y aurait tant de divisions? Monsieur Mélenchon unifie du côté de la gauche radicale, moi je veux unifier les amoureux de notre pays, ceux qui pensent qu'on peut vivre autrement en France. Laurent Wauquiez, Florian Philippot? Eh bien, tout le monde. Mais pour l'instant, ils se divisent tous. Alors, on ira à la base. Et c'est pourquoi je lance un site internet participatif pour bâtir un programme commun, l'Union des amoureux de la France. On ira à la base. On va écarter les appareils politiques parce que chacun repart dans son petit conflit, sa petite roue. Il y a autre chose pour notre pays. Il y a autre chose. Et vous savez, moi, je ne m'avouerai jamais vaincu quand il s'agit de la France. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. C'est à vous, Laurent.